Il y a des adultes qui ont des idées brillantes, mais ils n'osent pas les développer juste à cause des pensées limitantes qu'ils ont et des expériences qui sont liées à leur enfance qui font qu'aujourd'hui ils ont des blocages. Ils vont voir aussi, à contrario, ce à quoi ils n'ont pas envie de ressembler. Tu vois, comme quand nous, on voyait nos parents qui étaient, je sais pas moi, restés dans la même entreprise toute leur vie et nous, on a voulu switcher, faire des carrières, etc. Je me rappelle, à l'époque, ma mère, elle avait pleuré quand j'avais démissionné de la Poste, en disant « mais c'était un emploi à vie !» Et il y a une autre notion qui est nouvelle, c'est le plaisir au travail. Ils veulent vraiment se faire plaisir dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils cherchent, au quotidien. Il n'y a plus du tout ce côté-là qu'on avait nous, où on avait hyper peur quand on tapait notre nom sur Google, qu'il y ait un truc qui sorte de Facebook, tu sais, une photo que t'es mal protégée. Alors tu dis ça, mais moi j'arrive toujours pas à enlever ma photo de copain d'avant. J'ai essayé pendant 10 ans, j'ai jamais réussi. Du coup, tu nous donnes envie d'aller la chercher cette photo, parce que il doit y avoir des dossiers. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain, et je suis l'hôtesse de cette émission. Chaque semaine, j'accueille des experts qui débattent avec moi des grands enjeux de l'éducation moderne. Alors que vous soyez en voiture, dans le bus ou dans votre cuisine à préparer à manger, c'est parti pour une discussion passionnante. Alors, cette semaine, en invité permanent, j'ai Barbara Meyer, qu'on ne présente plus, notre Shiva de la charge mentale, l'autrice de J'arrête d'être débordée, qui est revenue en septembre à Bordeaux après avoir passé 10 ans dans la Silicon Valley à San Francisco. En invités spéciaux, cette semaine, j'en ai deux. J'ai tout d'abord Flavie Prévost, entrepreneure et fondatrice de Le Board. Elle est experte en soloprenariat et experte en freelancing. Et ensuite, nous avons Milly Entwi, qui est entrepreneure et fondatrice de Clessis, engagée dans l'éducation et la formation des jeunes. Toutes les deux, elles vont un peu nous parler de leur concept et vous l'aurez deviné, cette semaine, nous allons parler des kidspreneurs et de l'entrepreneuriat chez les kids. Donc au sommaire, d'abord pour démarrer, l'actu de la semaine, on va parler du pass culture, est-ce qui va disparaître, est-ce qui va rester, ça a pas mal discuté de ce pass qui est destiné aux 15-18 ans. Ensuite, le débat, c'est « Mon enfant veut être entrepreneur, bonne ou mauvaise idée ?» Nous allons voir ça avec nos invités. Et enfin, l'astuce parent de la semaine. Au secours, mon enfant veut devenir youtubeur. Peut-être que Flavie, elle arrivera à nous aider. Et nous allons décrypter ça. Allez, c'est parti, on commence avec l'actualité. Alors, la plateforme Adage pour réserver le pass culture pour les enfants de 15 à 18 ans était en passe d'être supprimée avec la nouvelle loi de finances. Il y a eu pas mal d'allers-retours. Et donc, cette plateforme, elle permet aux collégiens et aux lycéens d'avoir des montants à dépenser pour de la culture, mais pas que. Il y a aussi du sport dedans, il y a des produits digitaux. Et la ministre de l'Éducation nationale disait qu'il y avait quand même 4 millions d'élèves qui étaient concernés et 160 000 actions culturelles qui étaient financées par ce fameux pass culture. Toutefois, l'année dernière, ça a coûté 50 millions d'euros. Et donc, il était question de suspendre ça. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que le pass culturel est indispensable? Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Sachant que dans ce pass, on peut aller à des concerts, des spectacles, des festivals, même aller au cinéma, prendre des cours de musique, de danse, de peinture, acheter des livres, des BD, des CD, s'il y en a encore dans les jeunes générations qui achètent des CD, même des instruments de musique qu'on peut acheter avec le pass culture.
On peut visiter toutes les collections permanentes des musées. Et il y a aussi des services numériques, puisqu'on peut acheter des e-books, des abonnements à la presse en ligne, ou même des abonnements à des plateformes de streaming. Donc en fait, on voit que l'offre est très très large. Alors, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet ? Écoute, moi, je peux te dire, dans mon ancienne vie, avant d'être solopreneur, j'ai travaillé dans les musées. À l'époque où ça avait été rendu gratuit, sous Sarkozy, je crois, c'était. Et en fait, l'idée, c'était de rendre gratuite la culture pour pouvoir développer les usages culturels. Et en fait, des années plus tard, ça a été abandonné parce que les études ont montré que malgré la gratuité, les publics les plus éloignés en fait de la culture n'allaient pas au musée pour des raisons qui n'étaient pas budgétaires, mais qui étaient tout simplement de manque culturel, de blocage culturel, d'intimidation de ce que ça représentait pour eux quand tu n'as pas ce bagage culturel-là qui t'a été donné par l'éducation. Donc voilà, c'est peut-être juste mon mini point technique sur ce point. En fait, l'incitation financière, des fois, ne suffit pas à faire revenir à la culture des publics qui s'en sentaient éloignés. Donc évidemment, moi, je trouve ça trop bien, le pass culturel et tout, mais j'ai cru comprendre de cette expérimentation dans les musées que c'est pas toujours le financier qui permet malheureusement de faire profiter largement de la culture si t'as pas eu l'éducation qui t'a permis d'oser entrer dans une librairie, aller au théâtre ou je sais pas trop. Après, c'est vrai que j'ai pas moi trouvé de chiffres sur quelle était l'utilisation réelle, parce que, comme je dis, il y a 50 millions de dépensés. Mais par exemple, moi, j'ai un collégien, je l'ai utilisé pour payer une partie de la licence de sport de l'année. Donc, ça permet aussi, parce que je le rappelle, ça par contre, c'est quelque chose que j'avais vu cet été, on a quand même 60% des enfants qui sont dans les zones rurales qui ne sont inscrits à aucune activité scolaire. Mais ce pass, il est, Flavie, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que de prime abord, moi je me dis le pass, il est effectivement fait pour réduire les inégalités sociales et favoriser l'accès à plein d'activités, notamment le sport, mais aussi la culture. À tous, mais j'entends la barrière culturelle. Le musée, c'est quelque chose de bourgeois historiquement, donc quelqu'un qui évolue dans un milieu plutôt éloigné de la ville ou en banlieue, il prendra pas forcément le RER pour aller au musée, mais il peut l'utiliser pour faire du sport. Moi, je trouve qu'il faut le garder, notamment post-Covid. Il faut que les gens, les jeunes qui restent encore beaucoup chez eux post-Covid avec des angoisses sociales, etc. Il faut que ce pass, je pense qu'il peut faire partie d'un retour à la vie sociale, culturelle d'avant Covid. Et moi, je vais juste apporter une nuance sur le mot culture, parce que je trouve que le pass culture, pour moi, c'est une superbe invention et j'aurais vraiment aimé l'avoir étant plus jeune. Et en fait, ce qui est cool avec le pass culture, c'est effectivement, le pass permet d'aller dans certains musées, mais il permet une ouverture beaucoup plus large du mot culture. Ça veut dire que j'ai fait un tour sur le site tout à l'heure. On retrouve aussi bien le concert de Youssef Swat, le gagnant de Nouvelle École sur Netflix, que des concerts de musique classique avec des grands pianistes. Donc je trouve que inconsciemment, même si certaines populations n'ont pas une éducation sur certains aspects de la culture, en fait, rien qu'en naviguant sur le site, ils ont des propositions. C'est-à-dire que moi, par exemple, je connais Youssef Swat. En fait, je vais le chercher, mais l'application va me montrer aussi des concerts de pianistes et d'autres choses. Donc, je trouve que ça permet quand même une ouverture et ça permet à tout type de population, en fait, aussi bien les populations à faible revenu, de se dire que je vais pouvoir aller à un concert, je vais pouvoir acheter un livre ou aller à tel événement, et aux enfants de familles qui ont des revenus un peu plus aisés, de se dire dans mon argent de poche, si je dois choisir entre acheter un livre et aller m'acheter une paire de Nike ou quoi que ce soit, en fait là la question ne se pose pas et ça permet du coup de faire les deux tout simplement. Donc je trouve que c'est un très bel outil qu'on doit garder et qui peut vraiment permettre une ouverture aussi bien du mot culture et permettre à tout type d'enfants de tout type de revenus de profiter de différentes expériences. Juste un petit mot, moi j'ai vu plein d'annonces aussi, tu sais, avec les annonces de gouvernement de réduire les budgets, etc. Notamment certains, je crois qu'il y a des passes culture qui étaient pour organiser des activités dans les écoles.
pour les professeurs des écoles. Et j'ai plein d'indépendants, moi, dans la chaîne culturelle, podcasteurs, intervenants, qui du coup utilisaient ces budgets pour aller faire des interventions dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, pour leur apprendre à s'alimenter, faire du sport, etc. Et tout ça, ça va être des budgets aussi supprimés et des indépendants qui se retrouvent sur le carreau. Donc voilà, ça m'interpelle aussi sur toutes ces personnes dont on a besoin dans la chaîne pour éduquer nos enfants, là où les professeurs peuvent pas non plus tout faire. Donc bon, ça c'est un peu triste aussi, je trouve. Bon, alors le mot de la fin, ça sera « On ne peut pas se passer du pass culture ». Donc on espère que ça va rester et que ça va pas bouger. Allez, on passe à la présentation de nos invités. Alors tout d'abord, Flavie. Donc Flavie, comme je disais, tu es entrepreneur, fondatrice de Le Board, experte en solopreneuriat et freelancing. Tu es une ancienne dirigeante qui a quitté le salariat pour construire une activité indépendante prospère. Et aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs et les freelances à structurer et développer leur business de manière sereine et efficace. Et pas que, puisque tu as une offre depuis la rentrée où tu accompagnes aussi les salariés qui voudraient développer une activité annexe à leur job. Et dans cette offre, tu as aussi découvert que il y avait aussi des étudiants qui pouvaient avoir envie de développer une activité à côté de leurs études. Et Milly, toi, tu es entrepreneur et fondatrice de Clésys, engagée dans l'éducation et la formation des jeunes. Et toi, ton objectif, c'est d'impacter les familles en proposant des programmes innovants pour apprendre aux enfants toutes les compétences qu'on n'apprend pas à l'école, un peu comme moi je le fais avec l'application SafeKids, mais toi tu le fais au travers d'ateliers et de la Clésys Academy, où tu vas donner les clés aux enfants pour développer des projets entrepreneuriaux. Avec Clésys Junior. Clésys Junior, ouais, que les projets entrepreneuriaux. Pourquoi est-ce que vous avez été l'une et l'autre sur les projets d'entrepreneuriat? Donc Flavie, toi t'es plutôt sur les adultes, mais tu vois que les jeunes quand même ils s'intéressent au sujet. Puis je suis dans un univers de jeunes, hein. J'y peux rien, la créateur économie, hein. C'est vos enfants, ils veulent être youtubeurs. Moi, je suis un peu dans le YouTube game d'une certaine manière et et autres réseaux sociaux, donc je suis obligée de comprendre ces codes-là aussi. Et toi, Milly, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé de faire des programmes entrepreneuriaux pour les enfants? Alors c'est moi, pour parler un peu de mon parcours, j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Et donc du coup, j'étais à ce moment-là à la fac et je me suis rendu compte que c'était tout un univers, l'entrepreneuriat, qu'on nous enseignait pas à l'université. Et je suis tombée littéralement amoureuse de l'entrepreneuriat. Je me suis mise du coup à aller à toutes les conférences gratuites que je pouvais trouver, à tous les salons, à tout ce qui était en lien avec l'entrepreneuriat pour apprendre les choses qu'on m'apprenait pas à l'école. Et donc du coup, en continuant mon parcours, donc j'ai créé une première boîte à cet âge-là, une deuxième. Et là, mon entourage me dit, mais toi, quand tu as une idée, tu le fais, tu donnes vie à ton idée, comment tu fais? Donc j'ai commencé à accompagner des adultes à la création d'entreprises, à l'idéation. Donc j'ai une idée, comment je donne vie à cette idée. Et très vite, je me suis rendu compte que beaucoup d'adultes ont des blocages. Ça veut dire que quand on creuse dans une dimension un peu psychologique, mais ces personnes-là se rendent compte que quand elles étaient plus jeunes, on leur a dit tu te prends pour qui, tu n'es pas assez ci, tu ne peux pas faire ça, diminue, arrête de prendre trop de place. Et finalement, aussi bien les femmes que les hommes, on a tous des pensées limitantes qui font que parfois, il y a des adultes qui ont des idées brillantes, mais ils n'osent pas les développer juste à cause des pensées limitantes qu'ils ont et des expériences qui sont liées à leur enfance qui font qu'aujourd'hui, ils ont des blocages. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment traiter ça dès le plus jeune âge parce que nos enfants sont des pages vierges. Nos enfants vraiment s'alimentent de tout ce qu'on va leur apporter. Et c'est comme ça qu'avec Clésys Junior, on sensibilise les 3 à 18 ans à toutes ces notions-là qu'on voit pas à l'école. Donc nous, on a 6 domaines d'intervention. Donc il y a les soft skills, la politique, l'écologie, le digital, l'entrepreneuriat et l'intelligence financière, dans l'objectif de se dire qu'on suscite des vocations dès le plus jeune âge. Et notre mantra, notre phrase clé, c'est « je peux tout accomplir ». Et donc,
en amenant toutes ces thématiques-là par le jeu aux enfants, ils se rendent compte que, un, leurs idées ont de la valeur, que deux, ils arrivent à faire des choses soi-disant réservées aux adultes, ça renforce leur estime d'eux-mêmes, ça leur permet de gagner confiance en eux, d'apprendre à mieux se connaître et à prendre les bons choix ensuite pour leur avenir. Et donc, c'est ce qu'on fait avec les e-juniors et nos ateliers. Ouais, franchement, je pense que, enfin, ça doit peut-être parler à Barbara, parce qu'on a tous l'image là, aux États-Unis là, de tous les enfants qui vendent leur limonade et c'est leur première entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin en France de développer cet état d'esprit et de montrer que bah voilà, une idée peut devenir un projet. Et toi, Flavie, tu le vois bien parce que toi, dans ton parcours, tu as commencé à faire un podcast alors que tu étais encore salarié. Et tu vois bien cette limite dont Milly vient de nous parler auprès des adultes, puisque ils se disent, bon, je vais essayer de faire un projet, mais je garde mon CDI. Alors attends, mais moi je vois plein de limites et c'est super drôle ce que tu disais, Milly, et aussi le thème de ton podcast. Moi je suis quand même fille de double fonctionnaire, donc rien ne me prédestinait du tout à aller dans ce nouvel Eldorado en plus d'un travail qui n'existait pas avant, le soloprenariat. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on n'est pas assigné à des rôles. Après j'ai été 13 ans en corporate, tout ce qu'il y a de plus standard, école de commerce, corporate, gros postes, etc. Donc là j'ai été hyper matrixée par le corporate. Et quand bien même, j'ai réussi à réussir en entrepreneuriat avec complètement d'autres codes que ce qu'on voulait m'imposer d'ailleurs. Et donc ça, c'est peut-être moi ce que j'ai envie de montrer en fait, c'est que l'entrepreneuriat à la papa, c'est terminé aussi. Hein. On n'est plus obligé de lever des fonds, de recruter des énormes équipes, d'être forcément avec un associé, parce que tout ça, c'est des trucs qui favorisent les gens qui ont déjà le réseau, l'argent, le capital. Le soloprenariat, c'est un peu un truc de pirate, hein, c'est de dire aujourd'hui avec les moyens du bord, on s'auto-éduque en ligne, on regarde des trucs sur YouTube, on fait notre propre formation, on n'a même plus besoin d'école au final, enfin on a des créateurs de contenu qui vont nous éduquer et nos enfants aussi sur ces sujets, on va en parler après. Et après, on fait ce qu'on veut avec nos codes et avec les moyens aussi technologiques dont on dispose aujourd'hui. Nos codes, intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'entrepreneurs solo qui peuvent générer des gros montants de chiffre d'affaires. Et notamment avec l'IA, Sam Altman prend le pari qu'il y aura un solopreneur à 1 milliard. Donc, on en est carrément là. En tout cas, une espèce quelqu'un qui arriverait tout seul avec l'IA à faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, pas vraiment tout seul, mais la solo company ou zéro employee company, c'est-à-dire en fait un founder, des agents IA, éventuellement quelques freelances. Tu vois, par-ci, par-là. Mais vraiment, on est dans une économie, du coup, très libre et avec, du coup, beaucoup d'aide de la technologie pour permettre d'accéder à ces paliers-là de chiffre d'affaires. Là où avant, on t'aurait dit, si t'es tout seul, t'es auto-entrepreneur, tu vas faire un petit business. Voilà, ce genre de truc c'était pas l'ambition. Voilà. Et puis, il y a toute la vague du freelancing. Bien sûr, on en reparlera aussi avec les gens qui refusent l'entreprise classique et ses dérives parfois. Donc, Ce qui nous amène à un autre débat, donc parce qu'on voit que ça arrive aussi chez les enfants, hein, et donc c'est mon enfant veut être entrepreneur, bonne ou mauvaise idée. Alors moi je vais vous donner un petit chiffre, il y a une étude qui a été réalisée par la fondation Lego et qui a été posée auprès de 3000 enfants américains, anglais et chinois, donc il n'y a pas de français, désolé, de 8 à 12 ans. Et quand on leur demande que voulez-vous faire quand vous serez grand, on leur propose soit astronaute, soit professeur, soit sportif professionnel, soit musicien, soit youtubeur. Et les enfants américains et anglais, ils sont 30% à dire qu'ils veulent être youtubeurs, versus 11% pour être astronaute, qui est le choix le moins populaire. Là, on veut pas devenir Thomas Pesquet quand on est enfant, ça fait pas assez rêver. Alors que par contre, c'est marrant, c'est dans les pays anglo-saxons, en Chine, 56% ils veulent devenir astronautes. Donc je pense qu'il y a aussi un phénomène certainement culturel. Et autre chose, c'est qu'on voit dans les écoles de commerce, ça a totalement changé, puisqu'avant on faisait une école de commerce, on rentrait dans un gros cabinet, on voulait être chez un KPMG, Ernst & Young, etc. Et là il y a 67% des étudiants d'école de commerce qui veulent être entrepreneurs, alors que c'était pas du tout
la norme avant. Donc c'est quand même en train de changer. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à s'intéresser à ces choses-là de plus en plus tôt. Et nous, par exemple, quand on a fait l'épisode sur l'argent de poche, l'argent, etc., et ben notre invitée nous disait que elle a découvert qu'il y avait des enfants qui avaient moins de 15 ans, qui avaient déjà des portefeuilles de crypto-monnaies et qui étaient en train de trader de la crypto-monnaie parce qu'ils avaient regardé des tutos YouTube et qui faisaient ça tout seuls comme des grands, quoi, et que les parents étaient même pas au courant. Donc pour vous dire que comme ils sont quand même pas mal sur YouTube, et ben ils ont accès, comme tu le disais, Flavie, à tout un tas d'informations. Donc ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat aujourd'hui ça attire autant les jeunes? En fait, l'entrepreneuriat, c'est juste observer le monde qui nous entoure, en vrai, de manière très simple. En fait, les enfants sont attirés par l'entrepreneuriat parce que de plus en plus, déjà, ils prennent conscience du monde qui les entoure. Quand je vais à la boulangerie, en fait, je rencontre un entrepreneur. Parce que c'est quelqu'un qui a ouvert sa boulangerie. Quand j'achète un sac à dos, quelque part, il y a un entrepreneur qui a créé une marque et qui la vend dans telle boutique. Et aujourd'hui, avec également le phénomène des réseaux sociaux, tout ce qui était autrefois, on va dire, caché, les coulisses, sont de plus en plus exposées. On a de plus en plus d'entrepreneurs, j'ai failli dire influenceurs, mais on a de plus en plus d'entrepreneurs qui montrent les coulisses de leur aventure. Il y a de plus en plus de célébrités qui lancent leur marque et de manière très naturelle. Les enfants, du coup, qu'ils ont beaucoup plus accès facilement qu'auparavant à YouTube, à Instagram, à TikTok, ils voient tout le monde lancer leur marque de cosmétiques, de vêtements, de ci ou de ça. Et donc, ça devient quelque chose de naturel et qui les attire. Ouais, je pense qu'ils ont... Alors, j'allais dire, moi, pareil que toi, sur TikTok, il faut savoir qu'en gros, tes enfants sont inondés de genre Oussama Hamar qui va t'apprendre à faire de l'argent. Ouais. La niche make money. Après, ça peut te désoler ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est ça la vérité. C'est qu'en fait, ils consomment des shorts de 10 secondes avec des entrepreneurs influenceurs qui build in public, qui racontent comment ils gagnent de l'argent, la valeur, gagner de l'argent par ses propres moyens, la souveraineté économique, mais qui aussi transcende aussi d'autres mouvements dans nos sociétés, est très, très forte. Et je pense aussi, moi, la deuxième réflexion, c'est que notamment les enfants de millennials, comme moi, ils voient des parents qui se sont reconvertis, qui ont eu des burn-out, que le salariat a un petit peu éreinté. Donc en fait, ils vont voir aussi à contrario ce à quoi ils n'ont pas envie de ressembler. Tu vois, comme quand nous on voyait nos parents qui étaient, je sais pas moi, restés dans la même entreprise toute leur vie, et nous on a voulu switcher, faire des carrières, et ça. Je me rappelle à l'époque, ma mère, elle avait pleuré quand j'avais démissionné de la Poste en me disant mais c'était un emploi à vie. Donc maintenant je te dis même pas quand je suis devenue podcasteur, etc. Le truc. Donc voilà, peut-être qu'ils s'inscrivent aussi là-dedans en se disant, voilà, je veux pas faire comme mes parents. Et donc, je vais avoir un parcours de carrière différent que cela. Et pourtant, j'ai lu que 70% des enfants d'entrepreneurs deviennent entrepreneurs. Ouais. Et je voulais juste ajouter à ce que tu as dit, Flavie, c'est qu'il y a ce cas-là, il y a un troisième cas des salariés qui sont auto-entrepreneurs et qui ont un side business. C'est-à-dire que les enfants aussi voient leurs parents aller au travail du lundi au vendredi et une fois à la maison, développer d'autres types d'activités. Donc, ils se rendent compte que finalement, je peux être comptable, je peux être salarié, je peux être médecin et à côté, quand même, avoir mon projet entrepreneurial passion. C'est vrai ce que tu dis, Flavie, c'est nos enfants, cette génération, elle veut pas subir ce que les parents ont subi. Et il y a une autre notion qui est nouvelle, c'est le plaisir au travail. C'est que ils veulent vraiment se faire plaisir dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils cherchent au quotidien. Et donc la notion de plaisir dans ce que je fais est réintroduite. Nous, on subissait, eux pas du tout. C'est pas du tout leur objectif. Donc ils ont envie de se faire plaisir, d'avoir de la joie, d'avoir envie de se lever le matin et de pas devenir des robots comme nous, nos parents. C'est quand même un coup de prestidigitation magistrale que d'avoir transformé l'entrepreneuriat en plaisir quand on sait le nombre de burn-out qu'il y a chez les entrepreneurs, le nombre de burn-out qu'il y a chez les créateurs, parce que la créateur économie, c'est une économie qui paye finalement assez mal les créateurs, on en reparlera tout à l'heure. Donc derrière le truc à facettes de qui veut être mon associé,
les entrepreneurs youtubeurs et ceux qui ont quelques millions de followers, les créateurs, je pense qu'en fait, peut-être les jeunes se rendent pas compte aussi de la réalité économique derrière du modèle. Et c'est pour ça que les accompagner est important. Alors comment du coup, je sais pas, enfin imaginons, bon déjà on peut rien faire, enfin par exemple s'ils veulent devenir youtubeurs, normalement il faut avoir 13 ans minimum, l'autorisation parentale. Donc comment est-ce qu'on fait pour accompagner un enfant qui veut être youtubeur? Enfin pas youtubeur parce que ça on en parlera après, mais qui veut lancer une petite entreprise. Par exemple, j'ai vu un reportage sur un jeune, je sais pas, il est, je pense qu'il doit avoir 15 ans ou 16 ans, qui fait du reselling là. Donc en fait, il a une plateforme et il fait de la revente. Donc lui, il a juste à gérer le site internet. Il revend des objets qui sont livrés de la Chine ou je sais pas quoi. Et j'avais vu un reportage sur lui. Il est déjà presque millionnaire à 15 ans, quoi. Donc comment est-ce qu'on accompagne son enfant quand il commence à faire ce genre de choses, quoi? Ben, moi, sur le modèle économique juste du youtubeur, parce que c'est par là qu'il commence, là, d'après le sondage que tu as dit, je leur montrerai quand même les chiffres parce que il y a pas longtemps, j'étais à la Paris Creator Week, donc l'événement sur la Creator Economy. Ils ont publié plusieurs études. Donc d'un côté, il y a des choses réjouissantes comme par exemple le marché est vraiment en pleine explosion. Donc on a un chiffre d'affaires en France de 6,8 milliards de dollars et qui devrait atteindre 31 milliards de dollars en 2031. Donc c'est un taux de croissance de 21%, la Creator Economy. Mais attention, je pense c'est capté aussi par les plateformes, par les agences, etc., pas forcément par les créateurs. Et le deuxième chiffre que je voulais vous donner, c'est que 85% des influenceurs en France, donc je pense qu'ils comptent que les majeurs en plus, gagnent moins que le SMIC. Donc il y a 150 000 créateurs de contenu en France en 2024. Ça, c'est l'étude Fiverr sur le sujet. Donc tu vois, c'est quand même peut-être qu'il faut montrer ça avant pour contrebalancer le rêve aussi, parce que les mecs qui vendent du rêve, ils vendent derrière des formations pour faire du make money. Donc faut vraiment, comme tu disais, l'éducation aux écrans. Ok pour regarder les contenus, mais peut-être poser la question: à ton avis, cette personne-là, pourquoi elle montre que cette facette, pas l'autre? À ton avis, combien ça gagne? Et pour bien aussi choisir son environnement dans lequel on va évoluer, et pas juste penser que parce qu'on va devenir youtubeur, on va faire de l'argent facile, qui est aussi d'ailleurs une valeur. Il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai une anecdote l'année dernière. Donc, mon fils là, est né l'année dernière. Il était en 6e. Il était en train de jouer avec ses copains en ligne et tout d'un coup, je les entends discuter parce qu'en fait, ils jouent avec WhatsApp en haut-parleur. Donc, ils étaient 5. Et tout d'un coup, je les entends dire: on va lancer notre chaîne YouTube de streaming. Et mon fils commence à leur dire: ouais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, etc. Et il y en avait 2 qui poussaient à mort et je voyais que mon fils était en galère à court d'argumentaire. Donc je viens le voir et je lui dis: est-ce que tu veux que je parle à tes copains? Et du coup là j'ai commencé à leur parler du fait qu'ils allaient avoir leur travail et ce qu'ils font qui allait être vu au vu de beaucoup de personnes, et que pour moi, en 6e, t'as pas la maturité émotionnelle de gérer ce que tu fais c'est nul, trop naze, etc. Et donc je leur ai dit: vous vous rendez compte que il y a des gens qui vont pouvoir être pas sympas avec vous, peut-être vous insulter, etc. Et donc du coup ils ont réfléchi et ils ont dit: ok, c'est des bons arguments, on le fera pas cette année. Et on en reparlera l'année prochaine. Et là, ce que j'ai demandé à mon fils de faire, et j'ai invité ses copains, c'est je leur ai demandé de regarder le documentaire de Squeezie sur Amazon, qui est en 5 épisodes. Et en fait, je trouve que ce documentaire montre à quel point c'est dur. Et franchement, moi, ça m'a... en fait, je me suis dit, je connais pas assez bien cet univers. Par curiosité, j'avais suivi Lena Situation il y a 2 ans parce que je voulais comprendre ce phénomène et j'avais suivi les vlogs d'août. Et puis là, c'était un autre pan parce que Squeezie, c'est l'envers du décor. Il a été filmé depuis qu'il a, je crois, 12 ou 14 ans. Et en fait, on voit tout le travail et on voit que, ok, il est arrivé au sommet, mais que pendant des années, il est jamais sorti, il a jamais eu d'amis. Il a fait que ça, et on voit le travail que c'est, à quel point il est au bord du burn-out.
Et même sur les trucs de ce que les garçons aiment bien, de faire du streaming de jeux vidéo. Le dernier épisode, c'est sur l'écurie de jeux sportifs qu'il a monté, et on voit que même les joueurs professionnels, ils ont des coachs, ils font du sport, enfin c'est des sportifs de haut niveau quoi. Et donc juste de voir un documentaire comme ça montre que c'est pas facile. Et que il y a c'est un peu les nouveaux chanteurs. À une époque, tout le monde voulait être chanteur avec des yeux, mais en fait, il y a que très peu d'élus à la fin. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Pour la petite anecdote, là, je vais avoir un gros gamer là sur ma future émission de solopreneur. Il s'appelle Shones, donc c'est streamer gamer. Et en fait, les dates de tournage, c'est super chaud à caler parce qu'en fait, ils streament toute la journée, quoi, tout le temps. Et en fait, cette vie, quand tu réfléchis 2 secondes, derrière les paillettes, c'est est-ce que tu as envie d'avoir une vie où c'est comme ne pas pouvoir faire de télétravail, quoi. Tu peux jamais quitter ton poste et t'es toujours obligé de streamer. Alors oui, c'est ta passion, c'est super, mais t'as peut-être envie de partir en vacances et d'être quelque part. Ça, c'est aussi les inconvénients de ce modèle. Oui, mais c'est comme les sportifs. Ce que vous décrivez, c'est les sportifs et c'est ce que on appelle le grit, c'est-à-dire que on va au bout d'un objectif. Le grit, c'est la ténacité en français. Ouais. Et donc ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui démarque et qui aujourd'hui, on le sait notamment dans les entrepreneurs, il y a 3 choses qui sont derrière les entrepreneurs qui réussissent. Il y a la ténacité, donc le grit, la résilience et le growth mindset. Et le grit, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'il y a une vraie différence culturelle entre la France et les États-Unis, d'aller jusqu'au bout coûte que coûte. Il y a aussi l'échec, et on en a déjà parlé dans une ancienne émission, c'est la gestion de l'échec, à quoi ça sert, etc. Mais le aller jusqu'au bout, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui a du talent et qui joue au basket le dimanche, et puis quelqu'un qui a du talent et qui joue au basket et qui quitte jamais son ballon de basket qu'il a tout le temps dans la main et qui finit en NBA. Et aux États-Unis, ce grit, pourquoi ils l'ont et pourquoi ils le travaillent? Parce que pour aller à l'université, il faut faire du sport. Il y a 2 choses. Il faut faire du sport et des activités extrascolaires. Et ça fait partie de ton dossier pour rentrer dans une bonne université. Et donc, oui, les enfants sont conditionnés, mais ça leur donne des compétences d'entrepreneuriat et de ténacité, de résilience, de ténacité et évidemment de growth mindset. Mais t'es obligé quand t'es en high school, au lycée, de développer toutes ces compétences si tu veux construire un bon dossier et aller à l'université. Donc, où les parents te poussent, évidemment, mais ça en devient une espèce de challenge pendant le high school. Et donc, ça fait partie de ta nature. Et pourquoi il y a plus d'entrepreneurs aux États-Unis, enfin, pourquoi le mindset entrepreneurial est beaucoup plus développé? Parce que ça commence à l'école. Après, je vous parle même pas de l'ambiance Silicon Valley, hein, où tu dînes avec des gens qui lèvent des fonds et tu petit déjeunes avec des gens qui ont vendu, donc ça fait... Et moi, j'aimerais juste apporter une petite nuance, dans le sens où c'est pas parce qu'un enfant veut lancer une chaîne YouTube qu'il veut devenir le prochain Squeezie. Ou c'est pas parce qu'il veut faire une chaîne YouTube qu'elle va devenir Lena Situation. En fait, je trouve que aussi bien par rapport aux chaînes YouTube que par l'entrepreneuriat, en fait, on peut essayer de faire une activité à différentes échelles. Et peut-être que le projet YouTube va durer 1 semaine ou 2 semaines, mais au moins en faisant le projet YouTube, je me rends compte des choses que ça implique en les faisant moi. Je me rends compte du travail de rédaction de script, de tournage, etc. Je le fais et je me rends compte que est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai pas envie de continuer? Est-ce que je m'arrête là? Et je trouve que c'est aussi important de pouvoir laisser nos enfants faire des projets tests pour qu'ils découvrent les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils n'aiment pas. Et c'est comme ça aussi que se fait l'orientation naturelle. Et le deuxième point qui, je trouve être important, c'est de le faire, oui, mais de le faire accompagner. Soit, du coup, les parents ont le temps ou bien l'envie d'accompagner l'enfant dans ce type de projet, soit il y a des structures comme Clézy Junior partout en France aujourd'hui parce qu'on se développe en franchise. Et je fais une petite dédicace parce que je sais qu'elles vont regarder cet épisode à Julie du coup et à Binta, les franchisés du coup de Créteil et de Meaux. Mais en fait, il y a aussi des structures qui existent
pour accompagner les enfants dans la mise en œuvre de ce type de projet. Et je pense que la clé quand un enfant veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou sur YouTube, c'est vraiment l'accompagnement et il y a des personnes qui sont vraiment équipées pour ça. Mais laissons quand même nos enfants faire des tests à leur échelle, s'amuser, rater, recommencer, abandonner et se dire bon bah ça c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et s'amuser, rater, abandonner, je le dis parce que Barbara a utilisé plusieurs fois le growth mindset et tous les autres tuteurs ne savent pas ce que c'est. C'est ça, c'est exactement ça, c'est l'état d'esprit de croissance, c'est dire je peux y arriver, je peux y réussir, mais pour y arriver et pour réussir, faut rater, recommencer encore et encore, et à la fin j'y arriverai. Alors du coup, est-ce que pour vous, Flavie, Milly, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir un enfant qui veut faire de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il faut qu'on prenne ça comme une activité extrascolaire au même titre que le sport et les activités artistiques? Franchement, j'y pensais avec vos témoignages à toutes les deux, Barbara, Milly. Moi, je trouve que depuis que je suis devenue entrepreneur, ça a énormément façonné mon grit, que je n'avais pas du tout avant. J'étais pas du tout quelqu'un que je qualifierais de tenace. Et j'ai découvert une capacité de discipline, d'aller jusqu'au bout des choses, de dépassement qui me rappelle le sport quand je faisais du volley, des choses comme ça. Du coup, ça, je trouve ça très chouette. Et certaines activités de création, c'est pas pour rien que ça s'appelle la creator economy, c'est très très agréable, même si c'est digital. Moi, je fais des podcasts, c'est des podcasts où on les monte. Il y a un petit côté artisanal, monter ces trucs, mettre de la musique et tout. Donc moi, je trouverais ça très très intéressant que mes enfants fassent ces activités pour les avoir vécues moi-même et voir tout l'impact aussi intellectuel et tout que ça a eu sur moi. Et juste pour un petit aparté, je t'en avais parlé quand j'avais lu ton livre Solène. J'avais lu aussi un autre livre d'un entrepreneur que j'adore qui s'appelle Daniel Priestley. Et lui, il avait écrit un livre qui s'appelle Comment éduquer des enfants à l'état d'esprit entrepreneurial. Enfin, c'est How to Raise Entrepreneurial Kids. Et en fait, il veut dire par là que c'est pas obligé qu'ils soient entrepreneurs, mais que ça serait bien qu'ils aient l'esprit entrepreneur. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que l'esprit entrepreneur, c'est la plasticité, être capable de retomber sur ses pattes tout le temps. C'est la banalisation de l'échec et le fait d'y résister beaucoup mieux quand on sait à quoi ils vont devoir faire face dans la vie, nos enfants. Moi, ça me rassurait de me dire que mes enfants, ça y est, ils savent encaisser l'échec et rebondir. Tu vois, tu parlais des commentaires haineux. Des commentaires haineux, ils vont en avoir de toute façon, même sur WhatsApp, même par un camarade de classe. Donc, autant qu'ils l'encaissent dans un cadre professionnel en se disant « Ok, c'est normal, jamais 100% des clients sont satisfaits et tout ». Voilà, et donc cet état d'esprit, je trouve, pourrait être très très facilement atteint en les laissant jouer sur des petites choses entrepreneuriales. Je sais pas, il y a des jeux vidéo qui sont un peu style entrepreneurial aussi. Moi, j'aimais bien jouer à des jeux de gestion. Donc voilà, je dirais, c'est pas forcément créer sa boîte, mais avoir cet état d'esprit. Surtout là, la question du moment, c'est mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de faire comme métier ? Parce qu'on est complètement perdu. D'abord, on nous a dit qu'il fallait qu'ils soient développeurs. Maintenant, on nous dit l'IA va remplacer les développeurs. Moi, j'ai envie de dire, l'esprit entrepreneur, c'est toujours se raccrocher aux branches du marché et savoir rebondir sur une compétence qu'ils pourront apprendre en faisant, quoi. Ouais, moi, je voulais rebondir. Je suis d'accord avec Flavie, elle a complètement raison. Dans le bouquin dont tu parles, il y a une autre notion américaine qui est nos enfants, ils s'en vont. À la terminale, après la terminale, ce qui est pas le cas en France en fait, pas forcément super loin et tout ça. Donc le rôle des parents, ils le vivent vraiment comme un métier. Un rôle de parent aux États-Unis, c'est un métier. Et donc du coup, et donc c'est toutes les blogueuses de maman et tout ça, mais ça a commencé aux États-Unis. Et en fait, le coaching est vraiment quelque chose d'important. Et les parents se sont mis en tête de coacher leurs enfants. Alors ça pose quelques problèmes, il y a des side effects notamment sur les terrains de sport, mais en tout cas ça donne effectivement une distance du parent qui permet d'encourager et de mentorer les enfants et de les intégrer dans la vie, les problèmes de la vie quotidienne. Et en fait très tôt ils sont problem solvers. Autonome et problem solver. Et ça, c'est des vrais objectifs des parents. Déjà en primaire, c'est déjà un objectif des parents. Il faut que mon enfant il soit autonome et problem solver parce que c'est deux compétences qui vont lui servir très vite, très jeune.
et notamment quand il va partir, parce qu'ils partent, ils ont 17-18 ans, ils partent à l'autre bout des États-Unis, tout seuls avec d'autres gens qui connaissent pas, etc. Donc oui, il y a un phénomène d'autonomie qu'il faut faire, je pense, quand on est parent. Et juste toi, Barbara, tes filles, elles sont au collège, hein, c'est ça, hein, Ouais. Est-ce que tu as l'impression que l'année dernière, quand elles étaient au collège aux États-Unis, elles avaient des camarades qui commençaient déjà à faire un peu d'entrepreneuriat, et que là, en France, il y a un peu ou il y a pas du tout? Enfin, tu as un parallèle sur ce sujet-là? Ah ben oui, j'ai un parallèle sur les projets de classe, c'est-à-dire que souvent les projets de classe se transforment en exposé et en une réalité, c'est-à-dire qu'on va le tester sur le terrain, on va le tester dans une association, le façon de connecter des gens, de revendre des choses, de mettre des gens en relation, etc. Donc souvent on fait un projet, tu vois, pour sauver la planète, ça serait bien qu'on fasse ça, mais en fait on le fait. Et donc du coup on embarque ses copains, on crée un club. La création de club, c'est quelque chose d'intégré dans l'école. Au début de l'année, tout le monde dit vous avez un club? Et donc bah oui, je fais un club pour ramasser les déchets sur la plage, pour aider les homeless, pour recycler les habits. Et donc l'école met en place des salles, des outils, des financements pour t'aider à monter ce club-là. Bon, depuis que je suis là, j'ai pas vu de club, j'ai pas vu de limonade, de stand de limonade. Viens chez Clézy Junior. Barbara, on t'attend. Ah mais exactement. Je pense que du coup il y a un vrai sujet à initier à la fois les parents, parce que quand tu disais les parents n'ont pas le temps, mais il y a autre chose, ils ont pas les compétences, je pense. Et reconnaître en tant que parent que t'as pas les compétences ou la patience, ou tu vois, ou que t'as pas les ressources pour encourager ton enfant à devenir entrepreneur, mais sous-traiter, allez-y quoi. Et moi je redis, il faut savoir. Et alors payer. Mimi, est-ce que tu peux nous donner des exemples là de projets entrepreneuriaux développés par vous les appelez comment, les élèves? Les juniors, on les appelle les juniors. Et juste déjà ce que tu as dit, Barbara, c'est très important, et c'est aussi pour ça que nous, au démarrage, on faisait des ateliers juste pour les juniors de 3 à 18 ans, et très vite on a vu le besoin de créer une nouvelle activité qu'on appelle le centre des super parents. Et donc, dans le centre des super parents, pendant que les enfants sont en atelier, entrepreneuriat, digital, intelligence financière, etc., les parents, eux aussi, ont des accompagnements pour accompagner leurs juniors, pour eux-mêmes développer leur esprit entrepreneurial. Parce que l'idée, c'est de créer un cercle vertueux. Mon enfant apprend ces choses-là, mais si une fois arrivé à la maison, le parent est complètement déconnecté ou dit l'inverse à son enfant, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment créer un triptyque, on dit, entre l'enfant, Clézy Junior, et le parent. Donc, le parent est également invité à participer à des ateliers pour l'aider lui aussi à développer sa mentalité, ses compétences et ses projets. Et donc, grâce à ce centre des super parents, on a des enfants, du coup, qui, même en dehors de nos ateliers, créent des projets. Donc, j'ai l'exemple, du coup, de Noélie, qui, à ses 12 ans, a créé, je l'ai pas sur moi, mais des bracelets personnalisés, et en fait, où elle met le prénom de la personne. Et donc, Noélie, en fait, c'est une junior, chez nous, comme on appelle ça, qui est physiquement un peu plus en avance que les autres de son âge. Donc, elle avait du mal à s'intégrer au sein de l'école classique. Et dès qu'elle a découvert l'entrepreneuriat, ça a devenu une véritable passion pour elle. Elle a créé, du coup, sa marque de bracelets. On a fait, du coup, un marché de Noël dans lequel elle avait son stand. Elle pitchait aux passants. Elle leur montrait, du coup, ce qu'elle savait faire en termes de bracelets. Elle leur vendait le bracelet. Et en une journée, elle a vendu pour 1 500 € de bracelets. Et au-delà même de l'aspect financier, en termes de confiance en soi, je vous assure que c'est pas la même personne, en fait, aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que on existe. Et c'est aussi pour les familles, du coup, qui peuvent peut-être pas même financièrement rejoindre ce type d'atelier. On a également créé des livres. Vous parliez de livres. Là, je l'ai pas à côté de moi, mais j'ai créé, du coup, le premier livre qui apprend aux 7 à 12 ans l'entrepreneuriat. Et donc, dans ce livre-là, il y a une histoire, il y a des activités pratico-pratiques où ils doivent créer leur propre projet. Il y a aussi des pages d'inspiration où on voit d'autres enfants dans le monde, aux États-Unis, qui sont youtubeurs, qui sont entrepreneurs, qui ont créé leur projet. Et pour les plus petits, les 3-9 ans,
Là, j'ai même créé un cahier de coloriage pour les 3-9 ans avec des mots sur l'entrepreneuriat à colorier. En fait, l'entrepreneuriat, ça doit pas forcément être quelque chose de sérieux, mais c'est une expérience, une activité extrascolaire comme le foot, la danse, la musique, amusante, passionnante, où je teste mes idées et je donne vie à mes idées. Super, une activité extrascolaire. Bah voilà, en fait, bientôt ça va être le nouveau truc du 21e siècle. Et c'est quoi ton projet entrepreneurial? Il y a eu la bulle du digital, du coding, où tout le monde voulait en faire. Et si on suit du coup les tendances américaines, vraiment la prochaine bulle, la prochaine tendance, c'est l'entrepreneuriat et l'intelligence financière. Parce que le monde bouge, le monde est flexible. Bon, je pense que Solène, tu les connais les statistiques mieux que moi, où le nombre 80% des métiers de demain n'existe pas encore. 85%. Merci beaucoup. 60% des métiers des enfants en primaire n'existent pas et donc faut développer cet esprit entrepreneurial, flexible pour que quoi qu'il arrive, en fait, nos enfants aient les armes pour avoir des idées, s'adapter, échanger avec les autres et se réaliser. Après, du coup, moi, je trouve que l'essentiel du business, il est surtout en ligne aujourd'hui, et ça, les parents maîtrisent encore moins. Donc, par exemple, les freelances, le fait de vendre des templates de sites internet, de coder des trucs, de revendre des logiciels, c'est énorme en fait. C'est peut-être la face immergée de l'iceberg. Et là, après, c'est vrai que l'accompagnement, ça va monter d'un cran parce que qu'il s'agisse de la creator economy où tu mets ton visage, ton image sur internet, ou encore de gérer des budgets d'argent sur internet, de publicité, d'investissement, d'achat, de rachat, il va falloir mettre aussi quand même des barrières, voire même un troisième phénomène que je vois de plus en plus, c'est le fameux drop-off, donc des gens qui vont vouloir abandonner l'école pour aller vers l'entrepreneuriat. Donc là, en tant que parent, peut-être que c'est le truc qui vous tend. Et où du coup, voilà, on voit pas mal de success stories. J'ai abandonné l'école, etc. à 13 ans, 14 ans pour fonder mon entreprise, devenir multimillionnaire. Mais l'école, ça et toutes les critiques sur l'école, ça apprend pas à être millionnaire et tout. Même ça apprend d'autres choses parce que tu as besoin aussi de savoir composer avec les autres, y compris quand tu es entrepreneur, pour ensuite être dans la vraie vie avec des codes, etc. Tu peux pas rester toujours derrière ton ordinateur à faire tes trucs. Donc voilà. Et moi, en précaution sur notamment les réseaux sociaux, je ferai quand même super attention parce que être youtubeur sur quoi, ne pas aller dans la sexualisation par exemple de l'image, notamment des jeunes filles qui vont vendre des trucs parce qu'on moi des fois même sur LinkedIn, même des jeunes femmes qui sont certes majeures, je trouve qu'il y a une forme parfois qui peut aller jusqu'à la sexualisation pour vendre ses services, quoi. Alors que c'est des services qui n'ont rien à voir avec des choses de charme, tu vois. On va utiliser des selfies, on va utiliser son image, etc. Donc si c'est des enfants qui font ça, ça se cadre. Tout ce qui va être droit à l'image, danger aussi d'être exposé dans un monde des affaires, donc de perte d'argent, de tout ça. Et donc ça, faut quand même être très vigilant. Moi, je connais pas les règles à respecter et tout ça, mais je ferai quand même super gaffe, même y compris pour du business en ligne, parce que ça veut dire exposition à un monde où en fait tout le monde peut te contacter pour des trucs plus ou moins. Non, mais c'est sûr qu'il y a de l'accompagnement. Et puis là, en fait, sur les enfants influenceurs, la loi de 2021 a encadré strictement, notamment pour tous les parents qui mettent énormément en avant leurs enfants. On a tous les plus jeunes youtubeurs les plus connus de France, c'est Swan et Néo qui font de l'unpacking. Là, je crois que ça doit faire plus de 10 ans qu'ils font ça. Et donc maintenant, voilà, c'est très réglementé, aussi bien au niveau de l'argent qui touche, qui doit être bloqué. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut être ultra vigilant. Mais moi, ce que je pense qui est hyper important, c'est que si vraiment nos enfants veulent le faire, il faut absolument les accompagner parce qu'on sait très bien que interdire souvent ils font sans l'autorisation des parents. Ils arrivent toujours à trouver des moyens de créer les comptes, etc. Et donc il faut mieux accompagner et cadrer, et dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quelles sont les conséquences, bien montrer les avantages et les inconvénients de tout ça, et le faire tout en étant certain, qu'on le prend comme une activité extrascolaire dans un premier temps, quoi. Ce qui nous amène à la question du parent, on a un petit peu répondu, mais donc là, la question de la semaine dans notre rubrique « Au secours !»
secours. Et là, c'est au secours, mon enfant veut être youtubeur. Donc, comment est-ce que je fais pour différencier une passion passagère d'un réel projet de carrière? Je sais pas, est-ce que vous avez des idées, des conseils sur parce que YouTube, c'est le truc à la mode, quoi. Enfin, vraiment, ils veulent tous faire soit du streaming, soit des vlogs. Parce que ils sont inspirés par les Norman, les Squeezie, les Enjoy Phoenix. Donc voilà, comment est-ce qu'on les accompagne sur YouTube, qui est vraiment le truc numéro 1 qu'ils veulent faire, quoi. Mais moi, je pense que il y a une question qu'il faut leur poser quand ils ont envie de faire ça, c'est quoi le facteur de succès pour toi? C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas penser que c'est quoi la réussite pour toi sur YouTube? Et de l'aider à faire ça, derrière, il y a toute la stratégie de Flavie qui se déroule comme un tapis rouge. Le temps et l'argent. Ok, pour y aller, c'est quoi le chemin, quoi. Mais réfléchir avec lui, c'est quoi le succès pour toi? C'est combien d'abonnés? C'est combien de temps? C'est l'astuce derrière l'envie d'entreprendre. Peut-être aussi, quelles sont tes motivations? Est-ce que c'est être célèbre? Est-ce que c'est parce que tu veux partager ta passion? Est-ce que tu veux gagner de l'argent? Par exemple, hier, mon fils aîné était malade et en fait, il est en train de regarder 3 potes qui, eux, ont une chaîne YouTube sur les Pokémon. Et donc, de ce que j'ai compris, ils achètent le maximum de cartes pour essayer après d'avoir des cartes qui ont de la valeur, qui vont pouvoir revendre, quoi. Mais c'est vrai que les mecs, ils sont incollables sur les Pokémon, et ils arrivent à te faire de la création de contenu sur les Pokémon tous les jours, quoi. Ouais, et d'ailleurs, t'as trop raison sur l'histoire des motivations, parce que je pense souvent c'est la motivation quand même de la fame et tout ça, quoi. Mais si c'est motivation argent, il y a des niches, c'est comme ça qu'ils appellent aux États-Unis, des niches, donc des segments de marché ultra porteurs et au contraire très mauvais, notamment pour gagner de l'argent sur YouTube. Donc moi, c'est des trucs que j'ai geeké parce qu'en tant que solopreneur, on va vers les niches les plus rentables, etc. Il y a même des façons de faire du YouTube aujourd'hui qui sont complètement improbables mais qui marchent très bien, comme par exemple faire des faceless channels. Donc c'est-à-dire on ne voit pas ta tête, c'est des voix off, souvent générées par des intelligences artificielles qui vont expliquer des trucs sur différents sujets. Et ça, c'est assez nouveau et ça a été démocratisé par les IA notamment. Et là, tu peux faire de l'argent sur de l'affiliation en choisissant bien tes sujets. Il faut savoir que YouTube rémunère pas pareil les vues en fonction de qui regarde. Donc, typiquement, la niche Make Money, elle est mieux rémunérée par les publicités sur YouTube, puisqu'elle permet derrière de vendre des produits financiers, de vendre des trucs où tu peux investir des cryptos, etc. Donc là aussi, si c'est purement monétaire pour se faire un peu d'argent de poche, ce qui pourrait être une bonne idée, choisir quelque chose de stratégique et pas juste pour amuser la galerie. Et puis aussi, leur parler des compétences qu'ils vont développer. Tu vas faire ça, donc tu vas apprendre à faire du montage vidéo, à bien communiquer, à bien écrire sans faute d'orthographe. Voilà, c'est aussi d'avoir un petit cahier des charges des compétences qui sont nécessaires, parce que je pense que des fois, entre regarder des vidéos sur YouTube et se dire c'est ça que je veux faire, et lister tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ça, ça peut aussi montrer un petit peu ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour y arriver. Ouais, et du coup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, et le faire aussi peut-être step by step. C'est-à-dire qu'un enfant, on peut pas savoir au démarrage si ça va être une passion ou si ça va être juste quelque chose de ponctuel. Donc le laisser essayer, et peut-être du coup dans les paramétrages YouTube, faire 2 choses: mettre ses vidéos en lien privé, et comme ça ce lien il est partagé qu'à des tierces de confiance, pour que les vidéos soient entre guillemets vues par une population bien spécifique dans un premier temps pour encadrer, et lorsque le parent met les vidéos de son enfant en ligne, cliquer cette chaîne est pour les enfants.
Comme ça y évite d'avoir certains types de publicités, etc. sur la chaîne de l'enfant. C'est deux petites recommandations aussi qu'on peut mettre en place pour cadrer et faire les choses step by step et pas directement mettre la vidéo aux yeux du monde entier. Après, je pense aussi on a très peur, nous, notre génération, de tout ce qui est sur Internet. On pense que c'est genre indélébile, qu'il faut pas se tromper et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué aussi. En fait, oui, quand tu vas sur Internet, tu peux changer, tu peux te foirer un petit peu, ça s'enfouit dans tout ce que tu vas créer comme contenu. Il y a beaucoup plus de création de contenu plus libre aussi qu'avant. Donc, je pense qu'il faut pas non plus se dire oh là 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 là, ce qu'il va faire sur YouTube, ça va être indélébile, ça l'empêchera de trouver un travail dans 10 ans. Tu vois, il y a plus du tout ce côté-là qu'on avait nous, où on avait hyper peur quand on tapait notre nom sur Google qu'il y ait un truc qui sorte de Facebook, tu sais, une photo que t'es mal protégée. Alors tu dis ça, mais moi j'arrive toujours pas à enlever ma photo de copain d'avant. Hein. J'ai essayé pendant 10 ans, j'ai jamais réussi. Hein. J'ai perdu mon compte. Du coup, tu nous donnes envie d'aller la chercher cette photo parce que il doit y avoir des dossiers. Barbara, t'as des conseils toi sur YouTube? T'as des enfants de youtubeurs dans ton entourage? T'en avais aux États-Unis ou pas? Pas trop parce que je pense qu'on est plus dans l'entrepreneuriat faire autour de nous. C'est-à-dire on fait au lieu de créer du contenu, on fait des choses. Moi, j'ai aussi un environnement où on a envie de protéger la planète. Moi, j'ai des enfants qui sont très moteurs sur l'inclusion. Donc on est plus sur des sujets comme ça que économie que sociale sujets... et solidaire. En fait, exactement. Toi, t'as des Greta chez toi, c'est ça? Ouais, on n'en est pas là, mais c'est il y a de la vibe. Ouais, il y a de la vibe plus que le fame en fait. On est plus dans l'impact effectivement que dans le fame. Et je pense que c'est aussi. Ce qui me fait penser qu'il faudra qu'on fasse un épisode. Mon enfant veut être activiste. Ouais, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Wow. Très juste. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. Thème. Après, moi, je voulais juste dire que si tu veux avoir de l'impact, il faut avoir de la fame aujourd'hui. Tu peux pas faire autrement. Je vois pas comment tu peux changer le monde si t'es pas visible, si tu rends pas ton mouvement visible. Et notamment il y a beaucoup de mouvements qui sont rendus hyper visibles en ligne, notamment écologiques, qui cartonnent tout sur TikTok, YouTube et compagnie pour générer l'engouement derrière. Donc, je suis pas sûre que ça te protège complètement de leur exposition médiatique à tes filles. Non, mais ça c'est sûr. Mais on n'est pas encore dans le YouTube et dans la Silicon Valley, c'est vrai que c'est pas une préoccupation de la jeunesse entrepreneuriat. C'est pas de la. Non, je dis ça. Les créateurs économiques. Créateurs économiques font du vrai entrepreneuriat. Non, mais c'est vrai que c'est un truc, tu vois, on entend beaucoup plus parler de youtubeurs depuis qu'on est en France que quand on était aux États-Unis. Clairement, c'est pas une consommation. D'abord, le YouTuber, le fame, il est plus les artistes. Donc, on suit plus les jeunes suivent plus les artistes que des influenceurs tels qu'on le fait en France. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert, tu vois, tous les noms que tu as cités, je les ai découverts ici. Je pense que la création de contenu, elle est beaucoup plus. L'impact, il est sur Insta, par exemple, plus que sur YouTube. Voilà, donc on est plus méta que YouTube dans la Silicon Valley, je dirais. Here we go. Merci. Ce qui nous amène à notre dernière rubrique, la rubrique qu'est-ce qu'ils disent pour les parents qui sont complètement largués en écoutant leurs enfants parler de tout et de rien. Et donc là, on va parler évidemment de la creator economy. Et donc je vais vous donner des mots, et puis vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce type de mots dans la creator economy. Alors, j'en ai parlé, donc je commence par un facile. L'unboxing. C'est recevoir un colis d'une marque et l'ouvrir face caméra pour montrer sa nouvelle acquisition ou le cadeau qu'on a reçu. Déballage d'un colis en vidéo.
ce qui se fait beaucoup dans la fast fashion, et donc il y a beaucoup notamment chez les filles, de créatrices de contenu sur qui font de l'unboxing des vêtements. Le vlog. La vie. Bah ouais, facile. Déjà, ça fait, je pense, presque 10 ans que les gens font des vlogs maintenant. Je suis en train de réfléchir. C'est merde, d'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire le mot, mais vidéo. C'est la contraction blog, de vidéo et blog. Voilà. Et en gros, c'est vraiment la personnalisation aussi de la personne. On va t'emmener avec elle dans sa journée, dans sa semaine, dans son parcours. Et les vlogs d'entrepreneurs ont succédé aux vlogs de célébrités. Et ça se fait beaucoup, du coup, pour mixer à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi le lifestyle, c'est-à-dire la vie que permet de gagner cet argent. Donc, par exemple, tu vas voir dans quel restaurant ils vont manger, comment c'est dur aussi l'entrepreneuriat, tu vois, avec des petits moments où ils sont là sur leur ordi. Voilà, donc c'est pour créer de la connexion humaine derrière la personnalité ou derrière l'entrepreneur. Avec souvent une voix off aussi, de plus en plus je trouve, et il y en a de plus en plus sur Instagram notamment de ça, je vous emmène avec moi. Ouais. Et donc Léna, elle a fait ses vlogs notamment, c'est tous les mois d'août et tout ça, qui sont hyper connus. Donc. Alors ça, je sais pas comment le dire. Grim, GRWM. Le green. Moi, je suis très connectée réseaux sociaux, donc j'ai honte de savoir ce que ça veut dire. Mais non, vas-y, y a pas de problème, au contraire, t'es in. C'est, du coup, c'est le Get Ready With Me, donc c'est aussi bien les maquilleuses où elles commencent la vidéo sans maquillage et elles se maquillent, et une tendance en ce moment même, c'est d'aborder un fait sérieux tout en se maquillant. Donc, je vais vous expliquer comment faire du chiffre d'affaires. Et en fait, la nana, elle se maquille en même temps. Et en même temps, elle parle d'un sujet sérieux. Donc, oui, ça peut parce être que pour j'ai le vu maquillage. que l'algorithme favorise le fait que tu te maquilles. Et donc, il y a énormément d'influenceuses qui sont sur des sujets très sérieux, mais qui le font en se maquillant pour être sûr d'avoir plus de gens qui regardent. Parce que l'algorithme favorise le fait que les femmes se maquillent ou se coiffent. Moi, au début, je m'étais dit, j'étais scandalisée en mode encore, tu vois, ça réduit la femme à se maquiller, etc. Et après, je me suis dit, je l'ai vu aussi faire beaucoup sur des reels, des shorts d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a un petit côté rétention, parce qu'en fait, le début est un peu moche et à la fin, t'as envie de savoir comment elle se maquille. À quoi elle va ressembler à la fin. Du coup, c'est juste une astuce pour avoir plus de rétention de ta vidéo, plus de watch time. C'est incroyable. C'est un teaser, un œil maquillé, pas l'autre. Ok, alors pareil, moi, je le dis en français, mais en anglais, les hauls. C'est les achats astronomiques, ça, non? C'est pas ça? Ouais. Déballage. Ouais, c'est quand tu montes tes derniers achats, que tu reviens juste des courses avec tous tes sacs et que tu montes tout. Et du coup, ça encourage la fast fashion, quoi. Ouais. Je l'avais vu aussi pendant l'inflation et tout ça avec les courses alimentaires. Donc les gens, ils reviennent de leurs courses alimentaires et ils déballent leurs courses alimentaires pour montrer ce qu'ils achètent au supermarché. En fait, ça peut se faire sur tout. Oui, surtout. C'est un peu du voyeurisme aussi. Oui, mais après maintenant, tu vois, je voyais, il y a aussi la nouvelle tendance là, c'est de bien ranger son frigo et de faire un frigo déco, tu vois. Avec des compartiments. Voilà, avec des compartiments et même de décorer l'intérieur de son frigo. Donc, mais attends, si tes enfants font ça, genre rentre tes courses le plus vite possible ou décore ton frigo, moi ça va nous aider en tant que parents. Bien sûr. Mais tellement. Et allez, le dernier pour la route, le swap. Bah, c'est Tinder, toutes ces choses-là. Et même sur les réseaux sociaux, le fait de swiper et de passer à l'écran d'après, quoi. Alors, en fait, dans la creator economy, c'est échange de colis entre youtubeurs. Ah! Avant ou après ouverture? Ouais, qui s'échangent un colis ensemble et l'ouvrent ensemble. Ah, moi, je connaissais dans le podcast Swap. Et tu passes un épisode d'un autre podcasteur et il passe un épisode et c'est beaucoup d'échanges comme ça entre les créateurs. Et voilà, donc du coup, chers parents, j'espère que quand vous discuterez de la creator economy avec vos enfants, mais là, je peux vous assurer, quand vous avez ce genre de langage avec vos enfants, tout d'un coup, là, vous avez des points qui augmentent. C'est genre, vous arrivez à décoder leur univers et vous leur dites, ah, t'as vu la dernière vidéo d'unboxing de je ne sais pas qui, là.
Là, vous gagnez un max de points. Bon, et ben merci beaucoup. Voilà qui conclut cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités, Milly, Flavie, Barbara. J'espère que vous repartez avec plein d'idées pour accompagner vos enfants dans leur développement éducatif. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.